On a aujourd'hui personnes qui ont accepté, et je les en remercie, de venir pour se parler de la décarbonation de l'enseignement supérieur. Donc, je vais partir de la gauche. Christophe Germain, qui est directeur général de Audencia, Vanessa Serré, qui est professeur à l'université de Lorraine. Et après, chacun vous expliquera pourquoi je leur ai demandé spécifiquement d'être là aujourd'hui. Aurélien Acquier de l'ESCP Business School et Sophie Bullinger de l'université de Strasbourg. Je n'ai pas fait d'erreur, c'est bon, c'est parfait. On va organiser la table ronde en deux temps là également. Je vais d'abord donner la parole à chacun des membres de la table ronde pour parler 5 minutes sur des sujets spécifiques. Et puis ensuite, j'ai un certain nombre de questions que j'adresserai aux intervenants. Et puis vous aurez aussi tout loisir de poser des questions. Alors pourquoi organiser une table ronde sur la décarbonation de l'enseignement du management? Parce que ça fait, comme le rappelait Françoise Dany juste avant, c'est quelque chose qui s'impose à nous dans la plupart de nos établissements, qu'ils soient écoles, universités, IAE, IUT, pour un certain nombre de raisons, et notamment pour faire face à la transition climatique, ou plutôt au changement climatique, et pour mettre en œuvre la transition climatique. Eh bien, une des premières étapes, c'est de passer par l'étape de la formation de ceux qui vont avoir à gérer cette transition dans le futur. Et on avait constaté à la FNEJ, au travers de pas mal de discussions avec les collègues, qu'au-delà d'une intention qui était partagée par tous, la mise en œuvre était parfois plus compliquée. Et quand chacun se retrouvait devant son cours, son plan de cours de l'année suivante, et qu'on se disait il va falloir que je décarbone mon enseignement, là, on pouvait rester très seul vis-à-vis de cette question en disant mais je vais essayer d'aller voir ce qu'ont fait les autres. Pas grand-chose. En tout cas, ils l'ont pas diffusé. Et donc, c'est à cette occasion, et Sophie et Vanessa vous en parleront, que de façon concrète, qu'à la FNEJ, on a eu l'initiative de lancer une collection d'ouvrages qui consiste à réécrire tous les manuels de base de l'enseignement supérieur. Quand je dis manuel de base, c'est vraiment de base, c'est-à-dire le premier cours de marketing, le premier cours de finance, le premier cours de compta, enfin, vous pouvez faire toutes les matières les unes après les autres. La première fois qu'un étudiant ou une étudiante est confronté à cette matière, parce qu'on a des tas d'ouvrages, souvent très bien faits, de marketing durable, de GRH durable, de tout ce que vous voulez, mais qui sont plutôt des ouvrages de fin de parcours, de fin de master, d'options, et assez peu, en revanche, sur l'entrée. On a donc proposé aux associations du collège scientifique de la FNEJ de s'en saisir, parce qu'en revanche, sur la dimension recherche, ce qu'on avait vu au travers, je vous vends à peu près tous les produits de la FNEJ les uns après les autres, donc au travers de l'Observatoire de la transition environnementale des écoles de management, dont la 3e édition paraîtra à l'automne, on avait constaté que sur la recherche, globalement, il y avait beaucoup de résultats, mais que ces résultats peinaient à aller jusqu'au cours. Et donc, on a demandé aux associations scientifiques de faire œuvre collective et de s'emparer du sujet pour réécrire ces ouvrages. Et nous avons signé avec les éditions EMS qui sont représentées dans la salle aussi. Et donc, les 2 premiers projets qui ont été lancés, c'est pour ça que vous avez Vanessa et Sophie autour de la table, sont en finance et en stratégie. Mais depuis lors, j'ai dû approuver 7 ou 8 projets, puis d'autres sont à venir. Et ensuite, l'ensemble de ces ouvrages seront traduits en anglais. Là, j'ai encore une négociation avec l'éditeur anglais en cours, de telle sorte qu'en plus, la dimension française trouve une visibilité à l'international sur nos savoir-faire en la matière, parce que je pense qu'on a des choses à faire valoir au niveau international dans le domaine. Voilà, en guise d'introduction. Donc, je vais maintenant commencer par passer voilà pourquoi on fait cette table ronde, et pour aussi lui donner un peu de contexte à cette collection, parce que ce n'est pas avec la collection qu'on va tout résoudre. Pour autant, il y a bien d'autres obstacles et difficultés et enjeux auxquels il faut faire face pour parvenir à avoir une économie zéro carbone normalement en 2050. Voilà, c'est normalement.
Donc, je vais d'abord passer la parole à Christophe Germain, en tant que directeur d'établissement, pour nous indiquer un peu en tant que, et puis Audencia est connu sur le sujet depuis longtemps, quels sont les enjeux pour une école de management d'intégrer la décarbonation dans les enseignements. Merci Jérôme, merci pour l'invitation de participer à cette table ronde. Alors, les enjeux, ils sont bien évidemment forts et importants, et nous sommes bien évidemment, en tant qu'établissement supérieur de formation, interpellés sur ce sujet dans la mesure où nous faisons partie, nous, établissement école de management, université, eh bien, de la chaîne de valeur de la société. Et notamment nous positionnons entre une partie amont, qui sont les jeunes, et une partie aval, qui sont les entreprises. Et notre mission consiste bien évidemment à former les uns de façon à satisfaire les autres, les seconds. Ce n'est pas un sujet facile. Ça n'est pas un sujet facile parce que parfois, chez les jeunes, il y a non pas une sorte de schizophrénie, mais déjà, lorsque les jeunes étudiants intègrent nos établissements, ils ont du mal à se projeter sur un projet professionnel, mais translater leurs préoccupations sur ces sujets de la transition écologique dans un projet professionnel, c'est encore beaucoup plus difficile. Donc notre rôle, bien évidemment, il consiste à développer des compétences chez les étudiants, d'autres choses également, je vais y revenir, mais également à les amener à penser leur projet professionnel en intégrant cette dimension, c'est-à-dire en intégrant leur volonté de donner du sens à leur vie professionnelle. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce qu'il peut y avoir d'un côté eh bien, de l'appétence, des préoccupations pour ce sujet-là, mais ne pas savoir comment le translater dans leur projet pro. Donc ça, c'est un premier enjeu. Second enjeu, c'est que, et c'est pour ça qu'en amont des compétences, il y a autre chose. La problématique de la transition écologique, elle est éminemment complexe. Elle est éminemment complexe, et elle est complexe pour nos établissements dans la mesure où ça n'est pas un sujet qui relève simplement du management. Pour rendre intelligibles les problématiques de transition écologique, et je rajouterai sociale, eh bien, il faut interroger, il faut mobiliser d'autres disciplines que les disciplines relevant du management. Les disciplines scientifiques, l'histoire, la géographie, la sociologie, l'anthropologie. Et donc, notre rôle, il consiste à développer cette interdisciplinarité de façon à ce que les étudiants puissent, en amont des compétences managériales sur lesquelles les entreprises les attendent, avoir également des connaissances, des bases qui leur permettent de comprendre ces sujets-là. Et dans ce cadre-là, nous avons, à Audencia, lancé, il y a plus d'1 an maintenant, une école de la transition écologique et sociale, Gaïa, qui est une école qui est adossée à l'école de management, qui est un espace expérientiel pour conduire justement eh bien, des dispositifs qui vont permettre d'adresser cette problématique-là. Et la première concrétisation, c'est le fait que l'année dernière, donc en septembre 2022, eh bien, un semestre de cours entier a été proposé aux étudiants sur le sujet de la transition écologique et sociale. 300 étudiants au niveau master ont suivi un semestre entier, avec des blocs de cours organisés autour de 3 grandes thématiques. D'où venons-nous? Où en sommes-nous? Et où devons-nous aller? Et autour de ces 3 thématiques, eh bien, les étudiants se voient proposer, bien évidemment, des cours de management, mais des cours, comme je l'évoquais tout à l'heure, de sociologie, d'anthropologie, d'histoire, de géographie, de façon à comprendre les problématiques qui ensuite seront développées eh bien, dans les domaines du management lorsqu'ils vont choisir telle ou telle spécialisation. Mais il est important d'avoir ces basiques pour comprendre, notamment, il y a des fondamentaux scientifiques à maîtriser sur ce sujet de la transition écologique et sociale. Voilà, en résumé, j'espère avoir répondu à ta question, Jérôme. Tout à fait. De toute façon, il y en aura d'autres après. Voilà, merci beaucoup, Christophe. Alors maintenant, passer la parole à Aurélien pour que Aurélien nous fasse part de son expérience à l'ESCP sur ensuite concrètement la mise en œuvre organisationnelle, puisque les enjeux ont été fixés et un exemple a été donné sur la structure générale, mais
On sait bien que dans nos établissements, quand au-delà de l'incantation de départ, de la ligne directrice qui peut être donnée, il faut ensuite emmener le corps enseignant, emmener les directions de programme pour mettre en œuvre concrètement cet aspect. Donc, est-ce que tu peux un peu nous parler de cette expérience au sein de l'ESCP? Ben, avec grand plaisir. Donc, merci à la FNEJ pour l'invitation, à l'EM aussi de nous accueillir. Effectivement, alors j'aimerais bien rebondir sur ce qui a été dit parce que je partage vraiment cette vision du fait que les limites planétaires aujourd'hui questionnent très fortement notre discipline et questionnent beaucoup nos institutions parce qu'elles nous amènent à sortir du périmètre disciplinaire classique de la gestion avec un enjeu qui est de s'ouvrir à d'autres périmètres qui vont être les sciences physiques, la biologie. Pour comprendre en fait, les limites planétaires, on a besoin de sortir du périmètre disciplinaire classique. Et ça, c'est un point qui me semble quand même important parce que je crois que le cadrage de la table ronde, il est sur la question de la décarbonation. Et je pense que cette question de la décarbonation, elle est vachement importante, mais il faut faire attention à la manière dont on définit les objets. Parce que finalement, parler de décarbonation, ça risque de nous amener à avoir un double tropisme. Le premier, c'est que décarboner, alors c'est évidemment indispensable, mais c'est qu'une partie du problème lié au climat. Il y a à la fois l'enjeu de décarboner, mais aussi de s'adapter aux crises à peu près certaines vers lesquelles on va, avec des crises qui sont certaines, mais des incertitudes sur à quel horizon et sur quelle ampleur. Et donc, la question de l'adaptation aussi a fait complètement partie de ce sujet-là. Et puis, au-delà de la question carbone, en fait, il y a aussi toute la problématique des tensions sur les ressources, la bascule en fait, de l'abondance vers la rareté, qui redéfinit quand même beaucoup de choses dans la grammaire managériale, et puis toute la problématique des limites planétaires, quoi. Donc, nous, on rentre plutôt sur ce cadrage un peu élargi sur la problématique limite planétaire, crise des ressources et entreprise, quoi. Et alors, pour donner quelques éléments sur l'histoire par lesquelles on est passé, puisque c'est comme ça le cœur de la question, je dirais qu'on a connu différentes phases dans l'histoire récente de l'école. Moi, je suis rentré en tant que prof à l'ESCP il y a un peu plus de 10 ans. Et en fait, je dirais que jusqu'en 2018, on a développé des options de spécialisation, des masters spécialisés. On a créé notre EMS International Sustainability entre les campus de Berlin et Paris en 2016. Mais en fait, jusqu'en 2018, on était dans un modèle où on faisait plein de choses dans notre coin, dans une approche un peu pour vivre heureux, vivons cachés, quoi. Où en fait, on avait des profs concernés par ces sujets, formés sur ces sujets, qui faisaient des expérimentations intéressantes, qui avaient des partenariats intéressants avec des entreprises, mais qui le faisaient avec des étudiants aussi qui avaient fait le choix d'aller vers des options qui n'étaient pas les options classiques, standards, finance, consulting, marketing, etc. Et du coup, en 2018, il y a quand même eu une bascule, je pense, dans le paysage, notamment avec le manifeste pour un réveil écologique, qui a fait quand même un peu bousculer, qui est venu bousculer les institutions, avec des étudiants qui étaient quand même assez vocaux sur le fait qu'ils disaient c'est absolument anormal qu'on soit devant un enjeu qui va quand même complètement structurer notre vie individuelle et notre vie professionnelle et qu'on ne soit vraiment pas formé à l'échelle de l'ensemble de la promo sur ces sujets-là. Avec les profs aussi sur lesquels on était sur ces sujets, on avait ce constat de c'est super ce qu'on fait là, mais on est en train de toucher 5% de la promo, quoi. Donc, il faut absolument changer d'échelle. Et donc, à ce moment-là, à l'ESCP, on a créé un poste de doyen pour la transition écologique, un poste que moi j'ai occupé pendant les 4 dernières années, qui avec pour périmètre vraiment de réflexion à la fois comment on transforme les process dans l'école, mais surtout, et moi en tant que prof et chercheur, comment est-ce qu'on essaye de repenser aussi nos formations. Il y a eu le rapport Jouzel aussi qui dit qu'en gros, il faut absolument que l'ensemble des écoles de l'enseignement supérieur français forment les étudiants aux problématiques limites planétaires. Et en fait, on s'est un peu calé là-dedans en se disant il faut absolument qu'on donne une literacy de base sur les questions limites planétaires à tous nos étudiants, sur tous les diplômes aussi. Parce que c'est sûr, on a la demande, elle est partie beaucoup de la grande école. Mais en fait, on a aussi tout un panel de diplômes qui vont du bachelor à l'executive MBA, l'executive PhD, etc. Et on s'est dit, en fait, c'est aussi les publics d'executive MBA qu'il faut aller toucher, quoi.
Et donc aujourd'hui, on a en gros réussi, je pense, à généraliser très fortement les enseignements sur ces sujets-là. Donc sur nos différents programmes, du bachelor jusqu'à l'executive MBA et même sur les programmes PhD, on a des modules fondamentaux, enfin obligatoires, hein, sur les problématiques limites planétaires et entreprises. Et donc là, ça y est, on est à 100%. Ça a été un énorme challenge organisationnel parce qu'au départ, en fait, on avait des profs qui s'intéressaient aux questions sustainability et limites planétaires, mais qui étaient éparpillés à la fois sur nos 5 campus et sur les différents départements académiques de l'école. Donc, je ne vous raconte pas la difficulté à essayer de piloter quelque chose dans ce cadre-là. Et donc, d'un point de vue organisationnel, une décision super forte en fait, qu'on a prise, c'est de créer un département académique en sustainability qui permet à la fois de flécher des recrutements et donc d'avoir des stratégies de recrutement de profs sur lesquelles on a quand même beaucoup plus la main et d'avoir des stratégies en termes de contenu en se disant aujourd'hui, il y a des enjeux de renouvellement de contenu de la business school autour de ces sujets-là. Par exemple, les problématiques énergie, climat, vulnérabilité stratégique par rapport à ces sujets-là, c'est des sujets qui étaient mal traités, peu traités par nos institutions il y a quelques années, les questions biodiversité, les questions ressources. Donc là, on a un objet organisationnel qui nous permet un peu de penser ces ruptures et de dire, ben voilà, on développe de manière un peu réfléchie ces objets. Donc ça a été un choix organisationnel, je pense, super important. Je dirais juste qu'aujourd'hui, en fait, on est dans la partie… ah oui, par rapport à ce choix de créer un département, je pense que ça rejoint un peu aussi la philosophie qui était présentée, c'est-à-dire Gaïa, c'est aussi une manière de dire il faut créer des espaces d'innovation qui vont venir bousculer un peu le business as usual dans les écoles. Et ça, je crois que c'est vraiment hyper important de créer des objets organisationnels dans les écoles où on va se donner des capacités d'expérimenter, de recruter et de bousculer un petit peu aussi certains grands paradigmes de notre discipline, quoi. Aujourd'hui, on est dans la 3e phase qui est un peu la plus compliquée d'après moi, c'est-à-dire aujourd'hui, on a beaucoup généralisé, mais on a aussi beaucoup généralisé la dissonance. C'est-à-dire que nos étudiants nous disent, bah oui, effectivement, on comprend les limites planétaires, on voit bien le hiatus qu'il peut y avoir entre les modèles de croissance économique et l'épuisement des ressources. Maintenant, en fait, la manière dont on aborde ces sujets dans le cours Fonda Sustainability et puis ce qu'on va voir dans d'autres cours de marketing, dans d'autres cours de finance, etc., ben, ce n'est pas du tout la même musique, quoi. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a aucune école qui a réussi encore à déverrouiller ça. Alors, il y a plusieurs manières de faire, mais on est vraiment aujourd'hui dans cet enjeu de dire, là, il faut transversaliser, quoi. Il faut aller au-delà de la généralisation et arriver à transversaliser ces questions dans l'ensemble de l'académie. Je pourrais expliquer peut-être après comment on essaye d'y réfléchir, qu'est-ce qu'on a initié pour ça. Évidemment, il y a des choses qui se font, mais je pense qu'aujourd'hui, en termes de paysage, on en est à peu près là. Voilà. Merci beaucoup Aurélie. En plus, tu fais les transitions, donc c'est parfait. Donc, puisqu'effectivement, je vais maintenant passer la parole d'abord à Sophie, puis à Vanessa sur qui conduisent deux des ouvrages de la collection qui sortiront et qui s'inscrivent dans cette perspective de généralisation, c'est-à-dire de modifier au-delà des aspects plus spécialisés nos enseignements de base et que cette culture s'étende. Donc, Sophie, est-ce que tu peux nous dire un peu comment vous avez organisé et puis quelles sont les difficultés, les freins et au contraire les choses qui se passent plus facilement peut-être que c'était prévu dans le fait de rédiger un manuel de base qui intègre la décarbonation et les limites planétaires de façon native. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation aussi aujourd'hui à participer à cette table ronde. Donc effectivement, le contexte, il a été donné. Je pense que c'est assez clair. Il y a une nécessité aujourd'hui de renouveler nos enseignements pour donc former les générations futures, notamment à cette question de transition. Et donc, dans ce manuel Management stratégique décarboné, notre objectif, c'est vraiment d'adresser ce problème du changement climatique et son impact donc, sur la stratégie des organisations. Donc, on est un collectif aujourd'hui d'une quinzaine d'auteurs qui viennent de différents horizons, des enseignants-chercheurs venant d'universités, d'écoles, de France et aussi du Canada. Et notre objectif, en fait, c'est vraiment de réviser les classiques du management stratégique, donc de vraiment reprendre les outils de base et de les tordre, en fait, pour intégrer ces enjeux de durabilité et de transition.
Donc, on part vraiment de choses qui sont déjà existantes et on va les adapter. Donc, on est vraiment parti de ça. Et en fait, on se rend compte qu'il y a la place aujourd'hui dans les outils traditionnels pour intégrer ces nouvelles dimensions. Mais on n'y pense pas toujours dans nos enseignements. Et aujourd'hui, il y a vraiment la nécessité d'aller plus loin. Donc, un des objectifs de l'ouvrage, c'est effectivement donner des clés au corps professoral, en fait, de donner des clés pour pouvoir enseigner les bases en prenant en compte ces nouveaux enjeux. Donc, en effet, une des façons de répondre au changement climatique, c'est la question de la décarbonisation. Donc, on ne renie pas les autres pans de la responsabilité sociale des entreprises, mais on fait vraiment un focus sur cette transition. Donc, je vous le disais tout à l'heure, on est quand même un collectif de 15 auteurs, donc on est quand même un nombre assez important de personnes qui sont déjà sensibilisées à ces questions-là. Donc, dès le début, on avait envie d'aller très en avant, aller assez loin dans les outils, voire proposer des nouveaux outils. Et après, on a pensé donc au corps professoral, notamment aux enseignants qui ne sont pas forcément encore sensibilisés à ces questions-là. Et on se rend compte qu'il y a cette demande aussi de la part des enseignants de revoir les outils de base, de revoir comment les intégrer finalement dans les enseignements classiques. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ce choix de revenir sur un synopsis assez classique sur comment est-ce qu'on va faire une analyse stratégique en prenant en compte ces enjeux. Ensuite, comment on va déployer cette stratégie en prenant en compte les enjeux de la décarbonation. Et ensuite, on a une partie où on se rend compte qu'en fait, il va y avoir un gros impact sur l'innovation. Vous parliez d'innovation tout à l'heure. Et on se rend compte que mettre en place ces nouvelles contraintes liées au changement climatique va être source d'innovation dans l'organisation. Et donc, il va y avoir un impact fort sur ces stratégies d'innovation aussi. Donc, les intérêts de cet ouvrage de ce manuel, ils sont multiples. Bien sûr, créer de nouvelles ressources pédagogiques avec de nombreuses études de cas, des exercices pratiques pour vraiment contextualiser les choses, mais aussi donner des exemples de ce qui se passe dans les organisations pour en fait donner donc des ressources pédagogiques pour permettre aux étudiants de mieux appréhender ces questions-là. Ensuite, effectivement, on va vers la formation des étudiants. Donc, ça va être de favoriser donc, une prise de conscience pour de futurs gestionnaires avec une approche qui va être plus responsable dans ces questions-là. Donc, ça va aussi être de développer des compétences d'innovation, se rendre compte qu'il peut y avoir des opportunités d'innovation dans une économie qui va être plutôt vers le bas carbone. Donc, ça, c'est aussi un enjeu qui est important. Et après, vous avez parlé un petit peu des risques tout à l'heure. Donc, je pense effectivement qu'il y a une compréhension à avoir sur les risques climatiques, notamment avec cet enjeu interdisciplinaire et comment est-ce qu'on va venir créer un petit peu, développer une stratégie de gestion des risques. Vous parliez de la rareté tout à l'heure des ressources. C'est un risque qui est important, qu'il faut que les entreprises le prennent en compte pour la suite. Donc, c'est un enjeu qui est important également. Ensuite, vous demandiez la question des difficultés. Donc, effectivement, les difficultés qu'on peut ressentir, c'est que c'est un sujet qui est complexe. On se rend compte qu'il n'est pas encore totalement maîtrisé. Donc, il y a beaucoup de recherches sur ces sujets-là. Vous disiez, ça ne transpirait pas encore forcément dans les enseignements. Et donc, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de faire cette bascule entre les recherches qui existent et un enseignement qui permettent en fait de former les générations futures. C'est vraiment l'enjeu aujourd'hui. Un autre enjeu, c'est que ça nécessite des connaissances interdisciplinaires. Vous disiez tout à l'heure, chez Audencia, vous avez mis en place des cours scientifiques, par exemple. Donc, effectivement, on se rend compte et on le retrouve dans les recherches aussi qui sont faites sur ces sujets-là. Pour répondre au réchauffement climatique, à un moment donné, il va falloir créer un réseau, créer des connexions interdisciplinaires pour résoudre de façon globale cet enjeu auquel nous sommes confrontés. Donc voilà. Donc ensuite, le nouveau défi, ça va être former les enseignants et diffuser ce manuel auprès de nos collègues. Parution 2024. Donc c'est ça. Voilà. Donc Vanessa, et puis on a compris, mais je pense que nous sommes tous des collègues dans la salle, c'est que les manuels s'étaient faits pas que pour les étudiants, mais aussi pour les collègues, quoi. On peut même se demander, vu nos chiffres de vente, s'il n'y a pas plus de collègues que d'étudiants qui parfois nous lisent. J'espère que ce ne sera pas le cas pour cette collection. Donc Vanessa, le même type d'expérience, mais cette fois-ci dans le domaine de la finance. Oui.
Alors, donc, merci de cette invitation également. Donc, merci à la FNEJ. Donc, l'idée, nous, on travaille déjà avec une équipe beaucoup plus petite, puisque nous sommes 5. Voilà, ça a été un choix délibéré. Alors, ce n'est pas moi qui coordonne en soi au départ l'ouvrage. La coordination, on espère, sera plus simple, puisque nous ne sommes que 5. Mais c'est Pascal Barnetto qui lui-même a une expérience, longue expérience en matière de manuel. Voilà. Alors, c'est une équipe qui est faite de collègues qui travaillent à l'université et de collègues qui travaillent dans des écoles de commerce. On n'est qu'aux 5, je vais les citer, donc Pascal Barnetto, Karine Girard d'Audencia, Yves Rano de SC Clermont et Emmanuel Dubocage de l'UPEC et donc moi-même de l'Université de Lorraine. Voilà. Alors, concrètement, là, puisque la question c'est sur la coordination, les difficultés que l'on a pu rencontrer et les spécificités. Alors, la coordination, elle est la même que pour un ouvrage classique, mais néanmoins, il y a 2 spécificités qui sont l'urgence, ça a déjà été dit, et l'actualité d'un tel travail. Alors l'urgence, parce que effectivement, les étudiants que nous formons, et bien, nous devons leur transmettre des connaissances actualisées. Et ces connaissances actualisées vont donner lieu à des pratiques organisationnelles des pratiques dans l'organisation qui leur permettront de faire face au changement climatique. L'actualité, c'est peut-être la plus grande difficulté, en tout cas en ce qui concerne notamment la description de l'écosystème, qui d'ailleurs n'est pas le même en Europe, en Amérique du Nord, voilà. L'actualité parce que les incitations et la réglementation entourant l'intégration de la question climat dans les décisions financières, finalement, investissement, financement, classiquement, elle évolue très rapidement. Et cette actualité, c'est forcément difficile de la mettre en perspective. Et nous sommes certes sur un manuel de base, mais qui doit intégrer les connaissances scientifiques qui existent, des connaissances classiques, on ne va pas renier nos classiques, et de nouveaux travaux qui existent depuis 10-20 ans sur effectivement l'intégration, par exemple, du risque climat dans certaines décisions d'investissement ou de financement. Voilà. Donc, cette difficulté d'actualité est très importante. Alors, ça signifie que très vite, l'ouvrage risque d'être réactualisé. Et c'est aussi ce qui rend l'exercice intéressant. Voilà. Alors, s'agissant peut-être du contenu, si j'ai encore quelques minutes. Bon, voilà. Alors, sur le contenu, on est resté relativement disciplinaire. Peut-être, je ne sais pas, c'est en train d'évoluer. Donc, l'idée, c'est effectivement d'essayer de définir le périmètre de la finance décarbonée, ce qui est une question simple et complexe, bien évidemment. On est parti, bien évidemment, de la définition des marchés du carbone, de leur définition, de la raréfaction aussi de la ressource carbone. On a ensuite allé sur la question du risque carbone, ou plutôt des risques carbone, donc comment les évaluer. Et c'est là où effectivement, je rejoins mes collègues, cette évaluation, elle va nécessairement passer par des connaissances transversales. Dans ces risques liés donc au carbone, on peut aussi intégrer le risque de greenwashing, ça n'a pas encore été évoqué, mais bon, voilà. Seront évoqués dans l'ouvrage, on va dire, l'écosystème de cette finance décarbonée, quelles institutions, quels acteurs, quelles réglementations, bon, voilà. Et donc, ce qui en découle, voilà, le coût du capital, l'impact sur le coût du capital, investissement, financement,
Le reporting extra-financier, alors reporting climat et extra-financier, parce que je crois que ça a été souligné, la question du climat, elle va au-delà de la question environnementale, puisqu'elle touche la question, le paradigme de la justice climatique, à savoir, on va tous subir les effets du changement climatique, mais de manière tout à fait inégale. Donc, de ce fait, le reporting climatique, effectivement, ça touche aussi des questions sociales. Et puis, voilà, je ne vais pas tout dévoiler, mais bien sûr, savoir quel sera le rôle, quel peut être le rôle de la gouvernance dans la gestion du risque climatique, et notamment la question de faire intervenir certains experts, mais pas que. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je vais démarrer avec quelques questions, puis après, on demandera à la salle si celle-ci aussi a des questions. Alors, Christophe, tu l'as un peu évoqué au début, l'amont, l'aval, la demande sociale qui émerge en la matière. On ne va peut-être pas revenir sur les étudiants, sauf si après c'est assez connu la façon dont ils manifestent leur demande de changement. Mais peut-être sur les entreprises, c'est-à-dire, je vais peut-être commencer par toi, est-ce que les entreprises viennent sur les forums et disent il faut que vous les formiez mieux sur le sujet, ou au contraire disent bon, c'est votre problème, voilà. Est-ce qu'il y a comment se matérialise la demande des entreprises en matière de formation des étudiants? Alors, la demande des entreprises, puisque nous avons bien évidemment des relations partenariales avec des entreprises sous différents aspects. Et effectivement, le fait de recruter demain des étudiants en leur sein. La demande des entreprises, elle s'exprime en termes de besoins. Ils ont besoin de managers qui disposent de compétences pour, là en finance, ici en marketing, on a parlé des aspects également plus liés aux ressources humaines, d'avoir des diplômés qui disposent de compétences dans ce domaine-là. Donc ça, c'est une demande forte. Ensuite, les entreprises ne nous disent pas clairement, ben voilà, il faut enseigner ça. C'est à nous, en fait, de définir, bien évidemment, quel est notre propre canevas. Il y a un élément qui me semble important d'évoquer à ce stade-là, c'est, comme je disais tout à l'heure, en fait, les entreprises se positionnent par rapport à nous vis-à-vis des étudiants pour le recrutement, mais nous avons également d'autres relations partenariales avec les entreprises. Et donc, les entreprises peuvent nous interpeller également sur certains challenges, sur certaines opportunités qui se présentent. Elles ne savent pas faire, elles font appel à notre expertise, notamment, par exemple, dans le cadre de chaires. Se pose la question, c'est une question qu'il faut véritablement traiter, devons-nous simplement travailler avec des acteurs qui sont exemplaires ou pas? Moi, mon point de vue, c'est de considérer que ce serait une erreur de laisser de côté des organisations qui ne seraient pas exemplaires au motif qu'elles ne sont pas exemplaires, parce que justement, notre rôle également, il est de faire bouger les lignes. Et quand bien même nous parviendrions à faire bouger les lignes de quelques mètres, cela est important. Donc, il faut intégrer dans notre sphère toutes les organisations, même celles qui, au jour d'aujourd'hui, ne sont pas exemplaires, pour justement les sensibiliser, les amener à progresser dans ce domaine-là. C'est un point qui me semble important à souligner. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous vouliez… Non. Ah oui, mais vas-y. Moi, sur ce point, en fait, je voudrais bien intervenir à la fois rapidement sur les entreprises et rapidement sur les étudiants. Sur le volet entreprise, alors d'abord, peut-être le fait que le placement de nos étudiants qui suivent nos masters spécialisés, tout ça, et qui suivent nos options de spécialisation, il est en fait super bon. Donc, on n'a pas du tout de problème là-dessus. Et il y a c'est des diplômes aussi, des spécialisations qui sont vachement attractives aussi par rapport, en termes de demande par rapport aux étudiants. Alors, pour ce qui est de demander, est-ce que les entreprises nous posent des questions ou nous demandent de les former sur des sujets? Alors, je dirais ça dépend vraiment de quelles entreprises, avec quelle entreprise l'école est en lien, en fait. Ça touche la question comment l'école définit son écosystème d'entreprise, en fait, parce qu'on ne va pas du tout avoir les mêmes demandes.
Nous, on a créé la chaire économie circulaire il y a 4 ans maintenant. Et évidemment, dans le cadre de cette chaire, on est en interaction avec plein d'entreprises qui ont des demandes assez ciblées sur des questions. Alors après, je pense qu'il faut quand même aussi se garder de l'idée que c'est aux entreprises de nous expliquer effectivement comment on doit former nos étudiants, parce qu'on est quand même dans des sociétés qui sont très, 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 très loin d'aborder les sujets de manière pertinente et à la hauteur des enjeux, quoi. Et donc, notre rôle aussi académique, c'est à la fois de debunker les mauvaises manières de penser le problème et d'essayer de les penser autrement. Alors, un exemple, 95% des stratégies de neutralité carbone des entreprises sont foireuses. C'est clair, il y a des problèmes monstrueux. Et donc ça, c'est notre rôle académique de pointer ces défaillances-là. Et si on était juste à répondre à des demandes d'entreprise, en fait, on apprendra à nos étudiants comment mettre en place une stratégie de neutralité carbone SBTI qui ensuite ne va pas être mise en place ou qui va poser des problèmes énormes de périmètre, etc. Donc, autre manière, par contre, pousser les bonnes manières de poser le problème. Mais par exemple, dans notre cours énergie, climat et stratégie, on parle beaucoup des antagonismes entre business et climat. Et donc, de situer aussi toutes les contradictions entre le business as usual et les impacts climatiques. Ça ne fait pas plaisir, mais en fait, c'est des manières aussi d'avancer de manière très, très concrète et structurée et en lien avec les business models de l'entreprise. Et on le déploie beaucoup en formation ExEd. Ça marche, c'est un outil qui marche très, très bien, quoi. Bref, et pour les étudiants, je serai plus rapide. Pour moi, en fait, il faut aussi se garder de l'idée qu'on a des étudiants homogènes sur ces questions. Je pense qu'il y a des étudiants qui ont été très vocaux, comme je le disais en 2018 avec le manifeste. On a des étudiants qui sont à la fois experts et militants, parfois les deux, parfois pas d'ailleurs. On a une masse d'étudiants, et ça on le voit beaucoup quand on crée des fondamentaux sur les sujets, qui sont concernés mais pas connaissants. Et donc, il ne faut pas négliger le fait que le niveau de connaissance sur ces sujets-là est ultra hétérogène chez nos étudiants et aussi dans notre propre communauté, hein. Et puis, il y a une partie qui est dans le déni, en mode, ce n'est pas vraiment du climato-scepticisme affiché, etc., mais qui est plutôt en mode don't look up, quoi. Il se dit, je vais continuer ma trajectoire de carrière telle que je l'avais pensée, et puis ça va bien se passer. Et pour nous, cette gestion de l'hétérogénéité des étudiants et de leur niveau de maturité, c'est vraiment un enjeu pédagogique énorme. Ce n'est pas évident. Voilà. Merci. De nouveau, tu fais un peu la transition. Je vais passer à une autre question. Alors, peut-être plutôt Vanessa, cette fois-ci, mais je dis ça avant de poser la question, mais voilà, ça dépend. Okay. Est-ce qu'il y a un risque pour la liberté académique? Parce que c'est vrai qu'il y a une espèce d'injonction à bouger, donc nos contenus. Est-ce que c'est un risque pour la liberté académique de se voir imposer en tant que prof, puisqu'on est tous des collègues ici, des contenus pour nos cours ou des choses à dire ou ne pas dire? Ou alors, invoquer la liberté académique est juste un espèce de paravent pour dire pour l'immobilisme? Je t'accepte de répondre à la question. Oui, alors, donc merci de cette question. Donc, en fait, non, je ne pense pas, enfin, en tout cas, pas plus que d'habitude, parce que la liberté académique, de manière générale, elle est toujours menacée. Il faut toujours rester vigilant par rapport à ça. C'est peut-être, au contraire, l'occasion de réaffirmer le contenu scientifique de la démarche aussi en sciences de gestion. Aussi, peut-être, je réagis par rapport à ce qui a été dit précédemment, l'interdisciplinarité, c'est très bien, mais ça a ses limites. C'est-à-dire qu'on a vraiment besoin d'experts en géologie, en climatologie, dans les entreprises. Et effectivement, il va falloir que nos étudiants en gestion soient capables de parler le même langage, enfin en tout cas d'arriver à communiquer de ce point de vue-là. Donc non, la réponse, je ne pense pas plus que d'habitude, hein, mais par contre, il faut toujours réaffirmer le lien formation-recherche. Voilà. Peut-être aussi juste préciser que c'est une belle opportunité pour nous d'élargir en fait le champ de connaissances et d'élargir les champs de recherche. Peut-être qu'il y a certains chercheurs qui étaient sur certaines spécialités qui pourraient prendre en compte aussi ces nouveaux enjeux-là et créer de nouvelles connaissances à partir de là.
Et ça permet d'avoir une vraie reconnaissance de ces enjeux-là, qu'on les prend en compte dans les nouvelles formations. Si. Moi, j'aimerais bien comprendre quel est le risque en fait en matière de liberté académique. Qu'est-ce qui est derrière cette question Je sais pas, l'interdiction de dire, de dire des choses parce que ça va contre comment dire, une idée dominante, de te dire, voilà, c'est qu'on vienne sur tes contenus, on t'explique que tu dois changer tes contenus, et voilà la ligne du parti. Enfin, c'est... Oui, d'accord. OK. Alors, effectivement, ça se manifeste si ça s'incarne en disant voici la ligne du parti, et puis maintenant, il faut appliquer la ligne du parti, on comprend tout ce que ça pose un problème. Mais je dirais que pour moi, la question des limites planétaires, elle pose vraiment une question disciplinaire compliquée aux sciences de gestion, parce qu'elle touche, et là on n'est peut-être pas tous sur la même ligne d'ailleurs, et d'après moi, elle vient toucher de manière assez structurante certains paradigmes, parce qu'on est dans des paradigmes qui se sont construits en dehors de problématiques d'irréversibilité, de risques majeurs et irréversibles. La problématique de la rareté, elle est compliquée à intégrer. Donc, il y a la systémique aussi qui est impliquée dans toutes ces questions-là. Et donc, ça amène à un réexamen effectivement assez profond et parfois sans doute désagréable de nos disciplines. Alors, en même temps, on a plein d'éléments sur lesquels on est à même de contribuer à ces débats. Mais moi, je me dis qu'au-delà de la question de la liberté académique, on a aussi une question de responsabilité académique sur ces sujets. Et en fait, aujourd'hui, la question des limites planétaires, ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas une opinion. C'est en fait un corpus académique qui a un impact fondamental sur nos sociétés et sur nos économies, et qui vient percuter des bases disciplinaires. Ben, face à ça, je pense qu'on a une vraie responsabilité académique à mener un travail de réexamen qui est peut-être pas facile, qui est peut-être pas toujours agréable, mais on doit le faire en tant que communauté, parce que si on ne le fait pas, je pense qu'on a deux risques. Le premier, c'est qu'en fait, il y a des personnes externes au champ qui deviennent régulateurs du champ et qui définissent justement peut-être la ligne du parti de manière pas du tout conforme à notre ethos académique et puis nos manières de fonctionner, ou alors qu'on ait une vraie crise de pertinence, quoi. C'est-à-dire qu'on reste arc-bouté sur une vision du management et de nos disciplines qui est plus du tout en prise avec la réalité des limites planétaires, quoi. Donc moi, j'aurais cette vision-là. Oui, on pourrait poursuivre la discussion, parce que, juste pour répondre, ma question n'était pas sur le fait qu'il faut le traiter, mais on peut ne pas être d'accord sur les modalités de traitement. Et là, il faut avoir qu'on ait des débats là-dessus, et donc c'est de ne pas se faire imposer en disant les bonnes modalités, c'est celles-là, et celles-là, elles ne sont pas recevables, quoi. Alors, un autre sujet, toujours par rapport à une autre question, c'est dans une école, mais qui doit donner alors, Christophe répondra, c'est de toute façon le directeur général qui donne le ton, mais qui doit donner l'impulsion? Est-ce qu'il y a des incitations à mettre en œuvre pour que les enseignants se saisissent du sujet? Comment aborder ceux qui paraissent plus rétifs que d'autres à ce type de démarche, soit par immobilisme, pour ne pas dire fainéantise, soit parce qu'ils n'y croient pas. Enfin, voilà, est-ce qu'il y a des indications sur... parce que maintenant, il faut quand même que les enseignants, il faut les bouger, quoi. Donc, oui, c'est un sujet difficile parce qu'il n'y a pas de recette. Il n'y a jamais de recette. S'il y avait une recette universelle qui fonctionnait, la One Best Way, eh bien, on le saurait. Alors, effectivement, il faut que le là soit donné, bien évidemment, au niveau de la direction générale d'une organisation, d'une institution. Ensuite, il faut à la fois, parfois, de la coercition et de l'incitation. Il faut trouver un juste équilibre entre les deux. Et ça, ce n'est pas quelque chose d'aisé. Il faut savoir que dans une organisation, par rapport à ces sujets-là, il y a des gens qui développent des peurs, qui ont des appréhensions. Donc, il faut rassurer. Il faut rassurer les acteurs qui ont des appréhensions par rapport à ces sujets, qui ont peur de ne plus être en capacité demain d'exercer leur métier,
d'être pertinent. Sur le sujet tout à l'heure de la liberté académique, je pense quand j'ai débuté ma formation d'enseignant chercheur, on m'a dit qu'il y avait 2 exigences en matière de recherche pour faire une recherche de bonne qualité, c'est la rigueur et la pertinence. Or, il me semble que pour avoir une recherche pertinente aujourd'hui, il faut une recherche qui traite ces sujets-là, mais il faut toujours garder la liberté de débat par rapport à des points de vue, à différents points de vue, à la condition que ceci soit argumenté étayé par des éléments scientifiques. Je pense que ça, c'est un élément peut-être pour rassurer celles et ceux qui penseraient que ça peut toucher à la liberté académique. Mais sur la question de la meilleure façon de diffuser ces changements, on est, comme sur d'autres sujets, sur des dimensions de changement organisationnel, culture du changement. C'est les mêmes ressorts, en fait, qui doivent se mettre en œuvre. Mais il n'y a pas désolé, je suis désolé, je ne peux pas vous dire, voilà, ça fonctionnait. Non, il faut y aller pas à pas. Il y a parfois vous reculez, vous avancez de nouveau, mais c'est pas un sujet simple. Sur le plan managérial et organisationnel, ce n'est pas un sujet simple. Merci. Normalement, c'est la régie qui... Je voulais simplement rajouter, on a beaucoup parlé d'appuyer ces formations sur la recherche académique, mais peut-être plus important, et ça concerne pas seulement les sciences de gestion, c'est éduquer à la démarche scientifique. Parce que si on veut justement conserver le débat, il faut parfois, c'est difficile d'expliquer à quelqu'un que les résultats scientifiques ne sont pas unanimes. Ce n'est pas une vérité, la science, une vérité absolue. Et pour ça, il faut être éduqué à la démarche scientifique. C'est peut-être ça le plus important. Voilà. Merci. Alors, on va passer à un autre point, mais je vois qu'il y a... J'avais prévu la question, Mathilde, ce n'est pas parce que tu es là que je vais la poser, mais est-ce que les organismes de régulation nationaux, type CEFDG ou HCERES, ou internationaux, type EFMD et CSB, est-ce qu'ils ont un rôle à jouer dans cette évolution? Est-ce qu'ils peuvent jouer le rôle d'aiguillon par rapport aux établissements pour pousser dans ce sens-là? Ou alors est-ce que c'est en dehors? Je ne te pose pas la question, je pose à la vente de la table, donc tu pourras intervenir si tu veux tout à l'heure, mais voilà. Oui, on voit qu'il y a des choses quand même dans les instances de régulation internationale et nationale. Il y a plein de choses qui sont en cours. Et donc, globalement, c'est positif. Alors, il y a aussi un point qui n'a pas été mentionné, c'est les rankings. Et donc, il n'y a pas que les instances type EFMD, ACSB, CEFDG, HCERS. Il y a beaucoup d'acronymes. Il y a aussi tous les rankings et en fait, il y a plein de choses. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur les rankings. Moi, je trouve que c'est très positif que les acteurs s'emparent de ces sujets parce qu'on sait que c'est des manières de faire réagir les écoles et que notamment les directions générales des écoles, ils sont sensibles, c'est clair. Alors néanmoins, il y a quand même plein de risques, je pense, derrière tout ça. C'est d'abord comment on définit l'objet. Comment on le mesure concrètement? Parce que c'est quand même, on crée des autoroutes à greenwashing dans les écoles ou dans les universités, enfin dans nos institutions, en disant on va maintenant demander à tous les cours de faire un exercice de tick boxing avec les 17 objectifs de développement durable et puis après c'est bon, là, on a réglé le problème. Bon, là, je pense que c'est vraiment la pire des manières de faire. Et on est vraiment dans cette tension qu'on connaît tous, qui est looking good versus being good. Et le risque, en fait, c'est qu'on est dans nos écoles des logiques de conformité procédurale où voilà, on voit de l'externe justement ces demandes-là qui sont formulées de manière parfois assez bureaucratique, pas toujours sur les bons critères, et qui vont générer de la conformité procédurale après à l'intérieur des équipes, quoi, mais qui vont aussi générer du rejet, en fait. Et donc là, je pense qu'il y a eu un vrai sujet. Et il y aurait beaucoup aussi de choses à dire sur les rankings et la manière dont les rankings mesurent ces questions-là, quoi. Je trouve que c'est extrêmement compliqué et aussi ça pose d'énormes questions de gouvernance à notre communauté, quoi. Comment est-ce qu'on accepte juste que nous, académiques,
en sciences de gestion, on soit jugé par des tiers qui n'ont pas de connaissances réelles sur ces sujets, qui définissent des critères et qui n'ont aucune transparence sur le processus d'évaluation. Moi, je ne sais pas, mais quand je fais un examen, les étudiants, ils ont le droit de venir après l'examen, de voir leur copie, de faire éventuellement une demande et de comprendre comment ils ont été évalués, quoi. Là, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, autour des rankings, on a une vraie question autour de ce sujet-là. Or, on sait l'importance que ça a d'un point de vue symbolique et structurant dans nos institutions. Donc, je pense qu'il y a un sujet là, quand même, de gouvernance collective. Pour ajouter quelque chose par rapport à cette question, alors moi, je partage totalement ce point de vue, bien évidemment. Je pense qu'il faut dissocier les acteurs qui participent à l'institutionnalisation de notre environnement, notre secteur d'activité, et qui œuvrent en termes de technologie invisible, qui drive un peu nos comportements, et les rankings. Lorsqu'on parle des organismes d'accréditation, que ce soit des organismes d'accréditation internationaux ou nationaux, on est quand même sur des démarches qui sont des démarches d'analyse en profondeur, qualitative, ce que ne font pas les classements. Donc, il est assez aisé lorsque vous faites, par exemple, la visite d'une institution dans le cadre d'une accréditation pendant 2 ou 3 jours, vous rencontrez un certain nombre d'interlocuteurs, de vérifier effectivement le gap qu'il peut y avoir entre ce qui est énoncé et la réalité. Donc, je pense qu'il faut dissocier un peu les deux. En revanche, oui, effectivement, la question des classements, mais ce n'est pas nouveau, hein. Ça se pose sur ce sujet-là, mais ça se pose sur tout un tas d'autres sujets également. Alors, ça nous amène à la question de la mesure. Alors, tu évoquais les risques de conformité procédurale. Je pense que tout le monde saisit bien dans la salle de quoi il est question, mais c'est à un moment donné, quand on met en œuvre une politique, il faut qu'on ait des outils qui ne sont pas forcément des outils d'expression externe pour rendre compte à soit des gouvernances, soit des organismes de classement, mais comment on fait pour suivre qu'effectivement les enseignements sont décarbonés, c'est-à-dire quel type d'instrument on peut avoir, quel type de mesures, si mesures il y a, pour que, au niveau d'une direction d'école, au niveau d'une gestion d'un établissement, d'une faculté, qu'on voit que ça progresse. Est-ce qu'on a des outils qui existent et qui permettent de faire ceci au-delà d'une évaluation qui pourrait être qualitative et individualisée, ce qui est aussi possible, mais qui représente un problème de lourdeur et d'homogénéité? Alors, la question qui est posée depuis quelques minutes, c'est la question finalement de l'évaluation de la connaissance scientifique, de la connaissance produite. À mon avis, on n'a pas vraiment répondu à cette question parce que c'est très difficile d'évaluer la connaissance produite. Et de ce point de vue-là, je vais finalement répéter ce que mes collègues ont dit. Toutes ces logiques procédurales de ranking et autres, bien sûr, certaines sont meilleures que d'autres. Finalement, elles obligent, alors je ne dis pas que c'est nécessairement négatif, mais elles obligent on a des règles du jeu, on doit y jouer. On doit se conformer à ces règles du jeu, voilà. Mais elle ne laisse pas forcément de place à l'innovation. Et la vraie question, c'est comment on peut innover, comment on peut se représenter les choses symboliquement. Donc, en réalité, je n'ai pas vraiment la réponse à cette question, hein, mais il y a un vrai sujet sur l'évaluation de la connaissance. Voilà. Moi, peut-être, juste pour compléter là, ce qui était dit, une manière aussi peut-être d'avancer sur ce sujet, c'est... alors il y a évidemment l'idée, le fantasme qu'on va pouvoir tout mesurer, etc. Bon, ça c'est chouette. Après, il y a un vrai sujet en matière d'implémentation, là, comme c'était mentionné, qui est comment est-ce qu'on crée aussi du lien et de la compréhension partagée entre professeurs qui font partie de la même académie, quoi. Et c'est peut-être ça aussi une manière de prendre le sujet. C'est-à-dire, nous, là, ce qu'on est en train de faire, alors, je vous disais, on a créé un département Sustainability, mais il y a des connecteurs aussi qui sont rattachés aux autres départements, finance, marketing et tout ça, sur lesquels on travaille. Et en fait, assez rapidement, il y a eu un constat qui a été partagé, qui est en fait, ce serait quand même super utile qu'on comprenne mieux
nous, connecteurs, ce qui est fait dans les cours fondamentaux, etc., pour qu'on puisse apprendre à se situer par rapport à ça. Et puis, 2, on a un certain nombre de professeurs et tout ça qui n'étaient pas formés sur ces sujets, qui disent on a besoin de comprendre ce que vous faites, aussi d'être formés et de voir aussi comment on peut atterrir dans notre discipline. Et donc, ce qu'on a fait là, c'est qu'on a mis en place un dispositif en interne qui s'appelle Train the Trainer, qui est un dispositif un peu collectif, hein, dans lequel on part en résidentiel pendant 3 jours. Alors, on a fait la première édition au campus de la Transition, que certains d'entre vous connaissent sans doute, et sur lequel à la fois il y a une partie de sensibilisation, etc., et puis une autre partie où on travaille un peu de manière en mini-atelier, quoi, sur comment tu peux intégrer ce sujet-là dans une dynamique de cours. Et effectivement, il y a plein de choses aussi qui existent évidemment en recherche. Et moi, je crois beaucoup aussi sur cette logique de dire, faut aussi il y a un travail de formation. On peut pas trop aussi. C'est difficile dans notre communauté d'être très coercitif là-dessus. Et donc, il faut plutôt élargir le cercle d'amis plutôt que d'essayer de le faire en command and control, quoi. Merci. Alors, j'ai encore d'autres questions, mais je voudrais quand même que la salle ait la possibilité d'en poser quelques-unes. Donc, y a-t-il des questions dans la salle? Alors, Françoise, vas-y, tu es l'autre, donc tu as priorité. Donc, Pardon, je suis désolée, je ne veux pas monopoliser. Je voulais vous remercier pour vos témoignages vraiment intéressants. Revenir sur cette question, comment on conduit le changement, hein, Christophe Germain, vous avez dit c'est une dynamique de changement. Par rapport à d'autres dynamiques de changement, il me semble que ce qui est là d'un peu spécifique, c'est que c'est quand même une rupture très, très conséquente. Et là, du coup, je pense que notamment, on a toute une série de questions sur est-ce qu'on va laisser le même nombre d'heures pour des enseignements disciplinaires, finances, etc., versus des heures qu'il va falloir peut-être donner pour des enseignements plus scientifiques. Donc, il y a des questions qui, derrière, me semblent loin d'être évidentes. Et du coup, je voulais revenir un peu sur comment est-ce qu'on organise tout ça. Si on fait le lien avec ce qui était dit en disant que les approches purement coercitives ne sont pas les plus efficaces dans nos milieux, il y a besoin d'embarquer, ça veut dire de délibérer. Hein, Christophe, vous avez pris ce mot-là. Ça veut dire former, pour reprendre ce que disait Aurélien. Et du coup, il y a aussi une autre question derrière, qui est la question des moyens. Et pour des enseignants-chercheurs, donc là, c'est intéressant de vous avoir aussi, quel est le temps, comment on revoit éventuellement l'activité des enseignants-chercheurs pour rendre tout ça possible, quoi. Donc, voilà, ma question, c'est de dire, on est vraiment au cœur du sujet, on profite aussi d'avoir la FNEJ, on profite d'avoir tous les organismes qui structurent le champ pour se dire ces questions quand même fondamentales d'une modification en profondeur du métier. Comment est-ce qu'on l'accompagne? Parce que je crois aussi, et c'est mon dernier point, qu'il n'y a pas qu'une question de volonté des enseignants. Il me semble que la plupart du temps, les enseignants sont plutôt partants pour y aller. Et une de leurs grosses préoccupations, c'est comment je fais ça et comment je fais rentrer ça dans mon agenda habituel. Merci. Ça ne marche pas. Merci beaucoup. C'est une question vraiment qui touche plusieurs dimensions. Sur la question de la rupture, je pense que il y a d'autres ruptures. La rupture technologique, évidemment, est une rupture qui est un peu comparable, hein, qui a pu poser les mêmes types de questions. Donc, il faut, je pense, l'adresser sous le même angle, cette problématique de conduite du changement par rapport à… On a effectivement on a dû faire face ces dernières années à plusieurs ruptures, donc, qui ont conduit à beaucoup de changements, effectivement. Mais pour répondre très, très précisément, illustrer le dernier point que vous avez évoqué. Nous, par exemple, à Audencia, nous avons créé ce que l'on appelle le Cases Bootcamp. C'est une semaine entière qui est proposée à tous les professeurs qui le souhaitent, qui sont encadrés pendant une semaine. L'objectif, c'est la production d'un cas pédagogique par duo au bout de la semaine sur des problématiques qui sont systématiquement proposées par des entreprises. Donc, les professeurs passent une semaine entière au contact des entreprises, avec les outils facilitants nécessaires, avec de l'encadrement. L'objectif, c'est qu'il faut produire un cas pédagogique au terme de la semaine
Et dans le prolongement, nous avons créé une collection de cas pédagogiques qui permet en fait aux professeurs de déposer leurs cas et donc de valoriser leur production. Voilà, c'est une toute petite initiative, mais qui démontre qu'on peut faire avancer les choses de cette façon-là, puisque, bien évidemment, ils trouvent satisfaction dans le fait qu'il y a un output final et en lien avec ces sujets-là. Et donc, je veux dire, il y a une double satisfaction. Donc voilà, c'était juste une toute petite illustration. Merci. Alors, je vous laisserai discuter, parce que je voudrais qu'il y ait plusieurs questions qui soient posées. Oui, voilà, c'était vous. Merci beaucoup, merci pour la qualité de vos interventions. Je ne sais pas si je vais poser correctement la question, peut-être qu'elle pourrait être reformulée, mais est-ce qu'il faut procéder à une forme de décroissance de l'enseignement? Est-ce que vous avez, au sein de vos établissements respectifs, des étudiants qui témoigneraient ne pas vouloir se rendre dans des séminaires internationaux, ne pas vouloir se rendre dans des endroits en transport, si ce n'est pas dans certaines formes de transport en commun? Est-ce qu'il faut aussi que nous, en tant que professeurs, dans nos établissements respectifs, on arrête de, par exemple, diffuser des supports numériques au nom de la pollution, etc., etc. Où est-ce qu'on peut placer notre limite? Alors, j'imagine bien que c'est un continuum et que la réponse ne va pas être simple, mais concrètement, vous, dans vos activités, qu'est-ce que vous nous suggérez? Alors, je vais bien essayer de répondre aussi. Alors, d'abord, les demandes des étudiants et étudiantes sont peu claires. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a une incantation générale. Je vais donner un exemple. Dans mon établissement, à l'IAE de Paris, on envoie les étudiants à l'étranger pour un séminaire international. Souvent des étudiants, pour certains, qui sont très, comment dire, revendicatifs. Je parle sur le contrôle d'autres personnes de l'IAE. Quand on leur a annoncé que le Canada se transformait en Pologne ou en République tchèque, il y a eu une révolution contre. C'est-à-dire que les mêmes étudiants qui nous demandaient de faire de gros efforts sur les déplacements, etc., lorsqu'il s'agissait de ne plus aller à Montréal, mais de partir à Prague ou à Varsovie, on trouvait que ce n'était pas une bonne idée du tout. Et nous ont demandé de rétablir le… Voilà. Donc, c'est ça, la contradiction, elle est chez nous, sans doute aussi, dans certaines de nos pratiques. Elle est aussi dans les demandes qui sont exprimées, c'est-à-dire que c'est aussi le not in my backyard, c'est-à-dire que je veux qu'on recycle tout, mais pas à côté de chez moi, quoi. Enfin, donc on vit la même chose, nous aussi, dans nos activités. Comment placer le curseur? D'abord, il y a des démarches individuelles, tout comme c'était indiqué précédemment. Tous les enseignants ne sont pas engagés de la même façon dans le processus. Donc, certains vont vous dire ça non. Voilà, vous pouvez toujours me dire que c'est obligatoire, c'est non. Donc, là, je vous donne un exemple personnel. Bon, on me dit maintenant, tu ne recevras plus que tes mémoires de recherche que tu lis, enfin des mémoires que tu lis sous forme numérique. Je dis, il faudra trouver quelqu'un d'autre pour lire parce que moi, j'ai besoin de lire du papier. Donc, voilà. Donc, je fais un blocage personnel. C'est mon blocage personnel. Puis, il va y avoir le blocage personnel de celui d'à côté. Et donc, c'est quelque chose qui nécessite, c'était un peu les réponses, elles étaient un peu, enfin, moi, j'ai trouvé c'est que il n'y a pas de règle de dire on fait plus ça, on fait plus ci, etc. Donc, il faut essayer d'emmener tout le monde petit à petit vers une destination commune et que ça nécessite du management. Voilà, Oui, j'avais justement fait partie de ces étudiants qui, lorsqu'on a annoncé que peut-être il faudrait renoncer à HEC Montréal, on était les premiers à vouloir plus de recyclage à l'IAE de Paris. Mais typiquement, dans ce cadre-là, on a fait partie de ces étudiants-là qui souhaitaient absolument se rendre à HEC. Je peux juste intervenir là sur ce… En fait, je pense que c'est… Il y a un sujet qui distingue, d'après moi, les questions dont on parle aujourd'hui et la question de la révolution numérique, c'est justement le degré de dissonance, en fait. Et le fait qu'on se confronte là à des arbitrages sur non pas comment faire, mais aussi qu'est-ce qu'il faut arrêter de faire. Alors, le sujet papier ou digital pour les mémoires, c'est vraiment…
pas une question, hein, d'après moi. Par contre, le sujet du transport de nos étudiants, ça, c'est une énorme question. Si on regarde le bilan carbone de nos écoles, c'est là, en fait, qui est le gros de l'impact, quoi, hein. Et du coup, je pense que... Alors, je pense que ça, c'est une partie du problème. Et le fait qu'aujourd'hui, il y a une question qui est dans un monde qui se contracte d'un point de vue ressources énergétiques, ben, il va falloir faire des arbitrages aussi sur des choses qu'il faut arrêter et pas seulement considérer la question des limites planétaires comme un sous-secteur qui s'ouvre, c'est-à-dire il y a la finance durable, il y a l'ESG, etc. Et puis il y a la finance as usual derrière, il y a les activités qui ne sont pas durables et puis c'est OK. Ben, en fait, précisément, je pense que tout l'enjeu, c'est d'avoir un raisonnement sur, en tant que société, quelles activités on doit développer, quelles activités on peut garder, quelles activités il faut qu'on arrête. Et ça, c'est un sujet qui, en termes de gouvernance, de choix, de tensions éthiques, de sources de conflits, est absolument gigantesque, quoi. Donc là, je pense que... Et alors, sur les sujets de décroissance, il y a tout un sujet académique aussi autour de ça. Là, moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'il faut pas qu'on ait de tabou par rapport à des sujets tant qu'ils sont posés de manière académique. Et après, on peut avoir des débats contradictoires, mais je trouve qu'à un moment, le fait qu'on ait des débats autour de ces sujets-là me semble assez normal et sain, en fait. Peut-être j'aimerais bien rajouter quelque chose sur cette question de sobriété qui finalement est polysémique et cette question de décroissance. En fait, aujourd'hui, on est à Paris, on est à la FNEJ, nous sommes des Occidentaux. La façon dont on aborde ces questions de décarbonation du management, tout simplement de l'éducation, est-ce que cette question serait abordée de la même façon en Inde ? Voilà, mais oui, mais le problème du climat, il est quand même mondial. Voilà, donc voilà, donc je pense que il faut pas se mettre, c'est pas la prohibition, il faut pas dire bon ben voilà, plus de déplacements à tel endroit, il y a des arbitrages à mener, et peut-être que si on veut changer vraiment de paradigme, parce que finalement autour de cette table, est-ce qu'on a vraiment changé de paradigme? On parle d'anthropocène. Peut-être qu'il faudrait regarder notre rapport au temps. Voilà. La question est ouverte, hein, notre rapport au temps. Merci. Donc, une dernière question, parce que vous aviez levé la main. Alors, oui, ça fonctionne. Merci. Pascal Tedei de l'EDEC. Donc, j'ai deux questions. La première pour Monsieur Acquier. Et donc, c'est par rapport à la généralisation dont vous avez parlé versus la transversalité. Et puis, la deuxième question, c'est pour Madame Sophie Bollinger, concernant votre ouvrage. Et est-ce que dans les études de cas, vous pouvez en dire plus? Est-ce que vous utilisez ou vous allez utiliser essentiellement des entreprises à mission? Est-ce que ça va être l'objectif dans vos études de cas? Voilà, merci. Oui, alors dans les études de cas, non, on ne va pas utiliser que des entreprises à mission. On va prendre des études de cas qui vont être les plus explicites possibles par rapport à la partie théorique qu'on va développer avant. Ce n'est pas nécessairement des entreprises à mission. En tout cas, ce n'est pas la consigne qu'on a donnée aux auteurs. Est-ce que vous aviez du coup une question plus précise sur la question de transversalité? Alors, en fait, vous avez commencé par généraliser. Et puis ensuite, vous avez dit, bon, bah, ça c'est bien, mais l'étape suivante, ça va être la transversalité. Et c'est qu'est-ce que vous entendez en fait? C'est-à-dire, c'est le fait d'intégrer dans chaque cours une part ESG. Et donc, on revient un petit peu à ce qu'on critiquait, entre guillemets, sur nos fameuses fiches book où on nous demande de rentrer les critères. Donc, est-ce que c'est de ça dont vous parliez? Oui, c'est bien ça la question en fait. C'est-à-dire aujourd'hui, on en est plutôt à ce niveau-là. La question, c'est comment est-ce qu'on passe du fait d'avoir construit le premier étage de la fusée, qui est de former tous nos étudiants au basique pour qu'ils aient une literacy minimale sur les questions de limites planétaires, changement climatique, biodiversité, problématiques ressources, etc. Et comment est-ce que ces questions-là sont intégrées réellement pour questionner le corpus disciplinaire des autres disciplines? Et évidemment, avec cette idée que, bien sûr, on a des options aujourd'hui qui permettent à nos étudiants de se spécialiser en finance durable, par exemple. On a des options de spécialisation, mais en fait, pour moi, le gros enjeu auquel on est confronté, c'est comment est-ce qu'on repense les paradigmes classiques hors finance durable
autour de ces sujets de limites planétaires. Voilà, c'est ça le point. Et c'est là-dessus que je pense qu'il faut aussi arriver à nouer des relations approfondies avec les collègues. Donc, voilà. Merci. Donc, on arrive au bout de cette table ronde. J'imagine que vous pourriez avoir encore d'autres questions, mais les intervenants sont aussi toujours présents. Et puis, c'est un sujet qui, je pense, est loin d'être épuisé. On est loin, comme vous avez pu l'entendre, d'avoir trouvé toutes les réponses dans nos écoles, qu'elles soient IAE, qu'elles soient CDEFM, qu'elles soient universités, dans la galaxie de la FNEJ. Et donc, on aura très certainement l'occasion d'en reparler. Puis, je rappelle qu'il y a une collection. Donc, si vous n'aviez pas compris, d'ouvrages et de manuels, dont les premiers devraient sortir fin 2023, début de 2024, notamment les deux qui étaient présentés début 2024.